Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers la République démocratique du Congo, un pays d'une immense richesse et d'une profonde souffrance. Notre attention se porte sur la province du Tanganyika, un vaste territoire niché dans la partie sud-est de cette nation géante. Elle s'étend le long du magnifique lac Tanganyika, une mer d'eau douce dont la surface scintillante masque les problèmes profonds qui affligent ses rives. La province est divisée en plusieurs territoires, chacun avec son identité et ses défis uniques. Kalemi, la capitale provinciale, est un centre animé au bord du lac, un phare du commerce et de l'administration. Plus à l'intérieur des terres, des villes comme Nyunzu, Manono, Kabalo, Kongolo et Moba constituent l'épine dorsale d'une région riche en minéraux et en potentiel agricole, mais paralysée par un héritage de conflits et de négligence. C'est une terre où une beauté naturelle à couper le souffle coexiste avec la tragédie humaine, un paradoxe qui définit une grande partie de l'histoire congolaise moderne. La géographie même du Tanganyika contribue à sa réalité complexe. Les vastes territoires sont reliés par un réseau de routes souvent impraticables, isolant les communautés et rendant la gouvernance une tâche monumentale. Manono, par exemple, autrefois un centre mondial d'extraction d'étain, est aujourd'hui aux prises avec son isolement, sa gloire passée n'étant qu'un lointain souvenir pour une population confrontée aux difficultés actuelles. Kongolo et Kabalo, situés le long du fleuve Congo, devraient être des points de transit prospères, mais ils restent embourbés dans la pauvreté et l'insécurité. Moba, au sud, est confronté à des problèmes similaires, sa proximité avec le lac offrant à la fois une bouée de sauvetage et un point d'ignition potentiel pour les conflits. Ces villes et ces territoires ne sont pas seulement des noms sur une carte, ils abritent des millions de personnes dont la vie est façonnée par les doubles forces d'un immense potentiel et d'une crise persistante. Comprendre le Tanganyika aujourd'hui exige de regarder au-delà des titres de presse qui se concentrent souvent uniquement sur les provinces du Kivu. Alors que les conflits au nord et au sud Kivu attirent l'attention internationale, le Tanganyika endure sa propre guerre silencieuse. C'est une province prise dans un réseau de tensions locales et régionales où les échos des rébellions passées résonnent encore. Les centres administratifs, comme Kalemi, servent de pôle d'attraction pour ceux qui fuient la violence dans l'arrière-pays rural, leur population gonflant avec des familles déplacées cherchant un semblant de sécurité. Cet afflux constant de personnes met une immense pression sur des ressources déjà limitées, créant un équilibre précaire dans des zones urbaines qui ne sont pas elles-mêmes à l'abri de l'instabilité environnante. L'histoire du Tanganyika est celle d'une terre aspirant à la paix et à la stabilité, un rêve qui reste juste hors de portée. Cette tapisserie complexe est tissée de fils d'histoire, d'ethnicité et d'économie. La promesse de la richesse minérale, du coltan au lithium, a souvent été une malédiction plutôt qu'une bénédiction, alimentant la cupidité et les conflits entre diverses factions armées. Les lignes administratives qui définissent des territoires comme Nyunzu ou Manono coupent souvent à travers les terres communautaires traditionnelles, créant des frictions et de la concurrence pour les ressources. Le gouvernement central de Kinshasa, situé à des milliers de kilomètres, semble souvent être une entité lointaine, son autorité faible et sa présence inconsistante. Pour les habitants du Tanganyika, la vie est une négociation quotidienne avec l'incertitude, un témoignage de leur incroyable résilience face à des obstacles écrasants. Leur histoire est un chapitre crucial dans le récit continu du Congo, un chapitre qui mérite d'être entendu et compris. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo pour plus de contenu sur des sujets importants comme celui-ci. Merci de votre soutien. La paix au Tanganyika est un vernis fragile, facilement brisé par la menace persistante des groupes armés. Alors que l'attention mondiale est fixée sur le conflit du M23 dans les provinces du Kivu, une crise sécuritaire complexe et meurtrière couve ici. On estime à plus de 120 le nombre de groupes armés opérant dans l'est de la RDC, et le Tanganyika n'est pas épargné par leurs activités prédatrices. Il ne s'agit pas toujours de rébellions importantes et structurées, mais souvent de milices locales, appelées Mai Mai, qui émergent des tensions ethniques et des litiges fonciers et de ressources. Elles terrorisent les civils, menant des attaques brutales, des exécutions et des violences sexuelles généralisées. Les territoires de Nyunzu, Manono et Kabalo sont devenus des épicentres de cette insécurité chronique, où les communautés vivent dans la peur perpétuelle du prochain raid ou de la prochaine embuscade.
La faiblesse de l'État est un facteur critique alimentant ce cycle de violence. Les forces armées congolaises, les FARDC, sont débordées, une partie importante de leurs troupes étant déployée pour combattre le M23 au nord Kivu. Cela a créé un dangereux vide sécuritaire au Tanganyika, que les milices locales se sont empressées d'exploiter. Enhardis par l'absence d'une forte présence militaire, ces groupes se sont remobilisés, réaffirmant leur contrôle sur des territoires reculés et s'attaquant aux populations mêmes qu'ils prétendent protéger. Le retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, du Sud Kivu voisin, en 2024, a encore aggravé le problème. Ce désengagement, demandé par le gouvernement congolais, a laissé un vide que ni l'armée nationale ni les autorités locales n'ont pu combler efficacement, laissant les civils dangereusement exposés. Au cœur de nombre de ces conflits se trouvent des rivalités ethniques profondément enracinées, notamment entre les communautés Twa et Luba. Ces tensions, souvent manipulées par des entrepreneurs politiques et militaires à leurs propres fins, ont conduit à des cycles dévastateurs de violence et de représailles. Les litiges fonciers, la représentation politique et l'accès aux ressources sont les étincelles qui transforment ces animosités latentes en guerre ouverte. Des villages sont incendiés, des familles sont déplacées et une culture d'impunité s'installe, où les auteurs de crimes horribles sont rarement traduits en justice. Cette violence intercommunautaire déchire le tissu social de la province, faisant de la réconciliation et de la coexistence pacifique un rêve impossible pour beaucoup qui ont tout perdu à cause du conflit. Les conséquences pour la population civile sont catastrophiques. Au-delà de la menace immédiate de violence, l'insécurité paralyse la vie quotidienne. Les agriculteurs ont peur d'aller à leurs champs, les commerçants ne peuvent pas voyager en toute sécurité entre les villes, et les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les groupes armés établissent souvent des points de contrôle illégaux sur les routes, extorquant de l'argent et des biens à une population déjà appauvrie. De plus, la présence de ces milices entraîne le recrutement forcé d'enfants, qui sont privés de leur innocence et projetés dans un monde d'une brutalité inimaginable. Les fondations mêmes de la société s'effondrent sous le poids de cet état de guerre perpétuelle, laissant des cicatrices qui mettront des générations à guérir et piégeant la province dans un cercle vicieux de pauvreté et de conflits. Si vous trouvez cette vidéo informative, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo pour plus de contenu sur des sujets importants comme celui-ci. Merci de votre soutien. Comme si l'insécurité incessante ne suffisait pas, le Tanganyika a été frappé par les forces de la nature. Au printemps 2025, la province a été touchée par de graves inondations, ajoutant une nouvelle couche de souffrance à une situation déjà désespérée. Des pluies torrentielles inhabituellement fortes ont fait déborder le fleuve Rugumba et d'autres cours d'eau, déchaînant de puissants torrents d'eau et de boue. Les territoires de Kalemi et Nyunzu ont été particulièrement touchés. Des villages entiers ont été submergés, des maisons construites en terre et en chaume se sont simplement dissoutes, et des infrastructures vitales comme les ponts et les routes ont été emportées. Pour des milliers de familles qui avaient déjà tant perdu à cause des conflits, cette catastrophe naturelle a été un coup dévastateur, les dépouillant du peu qu'il leur restait et les forçant à fuir une fois de plus. L'impact humanitaire de ces inondations a été immense. On estime que 10 000 personnes ont été déplacées en quelques jours, leur vie bouleversée par la montée des eaux. Elles ont cherché refuge sur des terrains plus élevés, dans des écoles, des églises ou chez des familles d'accueil, créant des conditions de vie surpeuplées et insalubres. Les inondations ont également détruit de vastes étendues de terres agricoles, anéantissant de précieuses récoltes de manioc et de maïs, juste avant la récolte. Cela a gravement aggravé la crise de la sécurité alimentaire dans la région, poussant d'innombrables familles au bord de la famine. Dans une province où la malnutrition était déjà une préoccupation majeure, la perte des récoltes et du bétail représente une catastrophe à long terme, approfondissant le cycle de la pauvreté et de la dépendance à l'aide extérieure pour la survie. La catastrophe a également déclenché une urgence de santé publique majeure. Les eaux de crue ont contaminé les puits et d'autres sources d'eau potable, entraînant une augmentation spectaculaire des maladies d'origine hydrique. Le risque d'une épidémie de choléra à grande échelle, une maladie endémique dans la région, est devenu terrifiant. Des responsables de la santé ont rapporté début 2025 que le nombre de cas de choléra était déjà 6 fois plus élevé que l'année précédente, une conséquence directe des conditions sanitaires désastreuses.
Avec des centres de santé endommagés ou inaccessibles et une grave pénurie de fournitures médicales, la capacité à répondre à cette crise croissante est terriblement limitée. Pour les familles déplacées, en particulier les enfants et les personnes âgées, la menace de maladie est désormais aussi immédiate et mortelle que la menace des groupes armés. Ce choc climatique n'est pas un événement isolé, mais fait partie d'une tendance inquiétante. Les scientifiques ont longtemps averti que le changement climatique entraîne des phénomènes météorologiques plus extrêmes et imprévisibles dans la région. Les communautés vivant le long des rives du lac Tanganyika et des affluents sont en première ligne de cette crise mondiale. Leurs connaissances traditionnelles des pluies saisonnières deviennent obsolètes, et leur résilience est mise à l'épreuve jusqu'à sa limite absolue. Les inondations de 2025 sont un rappel brutal que les défis auxquels le Tanganyika est confronté sont multiples. La convergence des conflits, du changement climatique et de la fragilité de l'État a créé une tempête parfaite, une urgence complexe, où les catastrophes humaines et naturelles s'alimentent mutuellement, plongeant la population plus profondément dans le désespoir. Si vous souhaitez soutenir la sensibilisation à cette crise et ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Votre soutien compte vraiment. Face à cette crise accablante, la réponse humanitaire est une course contre la montre. Des organisations internationales comme l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont sur le terrain, travaillant aux côtés de partenaires locaux pour fournir une assistance vitale. Leurs efforts se concentrent sur les besoins les plus urgents, distribution de kits d'abri d'urgence, d'eau potable et de fournitures d'hygiène pour prévenir la propagation des maladies. Des cliniques mobiles sont déployées pour soigner les malades et les malnutris, tandis qu'un soutien psychosocial est offert à ceux qui sont traumatisés par la violence et le déplacement. Ces interventions sont une bouée de sauvetage essentielle pour des dizaines de milliers de personnes. Cependant, l'ampleur des besoins dépasse de loin les ressources disponibles, laissant des lacunes importantes dans la réponse. La livraison de l'aide est semée d'embûches. La même insécurité qui pousse les gens à quitter leur foyer rend également incroyablement dangereux pour les travailleurs humanitaires de les atteindre. Les routes dégradées et inondées transforment ce qui devrait être un court trajet en un cauchemar logistique, isolant des communautés entières de l'aide. De plus, l'attention et le financement de la communauté internationale sont largement concentrés ailleurs. En avril 2025, l'appel du HCR pour ses opérations en RDC n'était financé qu'à 20%, une indication claire de l'indifférence mondiale face à cette crise oubliée. Le retrait partiel de la MONUSCO, qui assurait autrefois des escortes de sécurité pour les convois d'aide, a encore compliqué l'accès, laissant les acteurs humanitaires naviguer seuls dans un paysage périlleux. Les habitants du Tanganyika sont pris dans ce vortex de violence, de déplacement et de négligence. Leurs vies sont définies par une lutte constante pour la survie. Ils ont été contraints de fuir leur maison, non pas une, mais plusieurs fois, chaque déplacement érodant leur résilience et leur espoir. L'afflux récent d'environ 50 000 personnes fuyant la violence de la province voisine du Sud Kivu depuis le début de 2025 a exercé une pression supplémentaire et insupportable sur les communautés d'accueil déjà surchargées. Ce double fardeau d'accueillir d'autres personnes tout en faisant face à leur propre crise pousse le tissu social à son point de rupture. Pour le citoyen moyen, l'avenir semble sombre, un horizon obscurci par les menaces persistantes de la faim, de la maladie et de la violence, avec peu de perspectives de paix ou de stabilité durable. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, l'espoir perdure. Il réside dans l'incroyable résilience du peuple congolais, dans la solidarité des communautés qui partagent leurs maigres ressources avec leurs voisins déplacés, et dans le dévouement inlassable des travailleurs humanitaires locaux. La promesse de paix, aussi lointaine soit-elle, reste une puissante motivation. Un récent accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda en juin 2025, bien que centré sur le conflit du M23, offre une lueur d'espoir pour une stabilisation régionale plus large. Pour que cet espoir devienne réalité au Tanganyika, il faudra cependant un effort concerté, un engagement renouvelé de l'État congolais à protéger ses citoyens, une augmentation du soutien humanitaire international, et un véritable processus de dialogue et de réconciliation pour panser les profondes plaies du conflit ethnique. L'avenir du Tanganyika est en jeu, un témoignage du besoin urgent de paix et de justice au cœur de l'Afrique.
Si vous souhaitez soutenir la diffusion de ces histoires et sensibiliser davantage, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Votre soutien compte pour donner de la visibilité à ces crises oubliées.